Mariée, designer et cofondatrice du LABA. J'aurai le plaisir d'animer cette journée avec nos deux collègues de l'ENSA Limoges et l'ENSA de Paris qui vont se présenter et ma chère collègue Karine Delanoë-Vieux, également cofondatrice du LABA qui se présentera. Donc, je parle du LABA, mais c'est peut-être un peu mystérieux pour certaines d'entre vous. C'est donc le laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité des hôpitaux psychiatriques et de neurosciences de Paris. J'ai nommé donc le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, notre établissement. Donc, le LABA, c'est une équipe qui mêle le design, le développement culturel, l'histoire et la recherche en design à l'hôpital. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour cette deuxième journée d'études avec l'ENSA Limoges et l'ENSA de Paris. On a la chance du coup d'une deuxième session. La première avait lieu à la fin du mois, à la fin de l'année 2019. Ça paraît déjà loin, le monde d'avant, parce que donc un souhait croisé d'aller à la rencontre des étudiants, des doctorants et chercheurs en design qui s'intéressaient aux questions de santé, parfois un peu seuls dans leur coin. Donc une volonté de fédérer les énergies, les idées et d'intéresser les professionnels du soin et de la médecine, pouvoir montrer les alliances possibles entre les champs du design et de l'art et ceux du soin. Et donc montrer les initiatives en développement autour de ce grand thème design et santé, en faisant la part belle aux projets d'étudiants, ce qui n'arrive pas toujours. Donc ça nous avait beaucoup motivés. J'ajouterais que la première journée d'études est visible sur la chaîne YouTube de l'ENSA Limoges. Vous pouvez, voilà, si vous disposez de 8 heures devant vous, vous pouvez regarder voilà, le contenu de cette première journée. Alors, on va revenir à notre thème, donc c'est la notion d'enveloppe qui revient comme une ancienne dans le champ de la santé et en particulier dans celui qui nous intéresse au GHU, celui de la santé mentale. Donc, quand on parle d'enveloppe, ce n'est pas un objet en soi, on désigne bien une fonction psychique. Ce sera développé un peu plus en amont, un peu plus allant par Karine Delanoë-Vieux. Donc, on se propose de réfléchir à la manière dont l'art et le design peuvent penser des artefacts et des situations en appui du travail des soignants en matière de contenance et donc de restauration de cette enveloppe psychique, qui est fragilisée évidemment par la souffrance des personnes. Parce que soigner, c'est contenir et transformer les angoisses que dépose la personne. Donc nos questions, ce sera comment est-ce qu'on peut passer de cette métaphore de l'enveloppe psychique à la mise en œuvre à travers des projets de design, et qu'est-ce qui peut faire enveloppe par le geste, par l'objet et par l'environnement. Donc cette question, on va l'aborder à travers plusieurs thèmes tout au long de la journée. Le premier thème autour d'une proposition d'enveloppe sonore par le son pour faire contenance. Un thème autour de la sensorialité et de la réassurance, en tout cas des différentes manières d'aborder la sensorialité au service de la contenance. Un thème qui clôturera la matinée sur la question des points de repère et de la familiarité des environnements. Comment le fait de se repérer, de se sentir à l'aise dans l'environnement participe aussi d'une sensation d'être enveloppé. L'après-midi, on parlera de comment est-ce qu'on peut outiller son attention, un design de l'attention. Donc, on fera la part belle là, au projet des étudiants des écoles de design et comment ces projets prennent place dans les lieux de soins. Et enfin, on terminera avec une thématique autour des imaginaires. Voilà, comment est-ce qu'on peut déployer un imaginaire riche et fertile autour de cette notion d'enveloppe. Entre chaque présentation de projet, on aura des courts débats qui seront ensuite clôturés en fin de matinée et d'après-midi par donc 2 tables rondes. Et entre chaque séquence, on aura aussi 5 à 10 minutes de pause pour pouvoir tenir bon toute cette journée. Voilà, faire tout ce que vous avez envie de faire et pour vous permettre de rester bien concentré jusqu'à 16h30. Donc, je vais passer la parole à
Anne Xiradakis de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Limoges qui va nous présenter le travail de l'école de Limoges en la matière quand il s'agit donc de santé. Bonjour, Anne Xiradakis, je suis designer et j'enseigne à l'ENSA Limoges. Donc l'ENSA Limoges, c'est l'École nationale supérieure d'art de Limoges. Donc c'est une école où les étudiants peuvent soit étudier l'art, soit étudier le design. Donc on n'imagine pas forcément qu'au fin fond de la Haute-Vienne, effectivement, il y a des designers en formation. Donc depuis 3 ans, en fait, je mène avec Nicolas Gautron, graphiste, un cours que nous avons nommé HOP. HOP comme hôpital, HOP comme espoir, HOP comme hop, 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 on y va. Car depuis 3 ans, chaque année, nous emportons dans notre enthousiasme un groupe d'étudiants à réfléchir sur des solutions pratiques pour améliorer le quotidien des patients et des soignants. La première année, les étudiants ont travaillé pour améliorer le moment du repas pour les enfants du service oncologique de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Les étudiants ont travaillé sur des services de table qui permettaient aux enfants de gérer la quantité de nourriture qu'ils désiraient manger en fonction de leur faim, sans occasionner de gaspillage. D'autres étudiants ont travaillé sur des carafes et des gobelets, car le moment des repas pour les enfants est un moment solitaire. Ils ne peuvent pas le partager avec leurs parents. Et donc, cette étudiante avait envie de travailler sur comment ramener de la convivialité en fait, dans la journée de l'enfant. Et donc, elle a proposé une carafe qui lui permet de partager l'eau avec ses parents et qui lui permet de servir, en fait, que l'enfant puisse servir lui-même l'eau à ses parents. L'an dernier, le LABA nous a proposé de venir en résidence dans l'unité psychiatrique Poussin de l'hôpital Bichat et de nous questionner sur comment transformer l'expérience sensorielle des patients. Et donc, nous voilà donc partis avec 10 étudiants pour une semaine au milieu des patients et des soignants. Nous étions conscients qu'en tant qu'enseignants, amener nos étudiants à expérimenter, qu'on amenait nos étudiants à expérimenter l'inconnu avec ce projet. Donc, ce fut une expérience intense pour tous, que les étudiants ont pu, grâce au temps long de la résidence, ils ont pu petit à petit appréhender toute la complexité de ce contexte. L'accueil du LABA et des soignants leur ont permis de rencontrer, de discuter, de parler réellement de leur projet avec les patients, ce qui est une chose assez incroyable, qui a été une chose, je pense, assez incroyable pour les étudiants, et aussi certainement pour les patients de rencontrer des étudiants en design. Donc, les étudiants ont proposé des projets délicats et sensibles, aidant les patients à rentrer en contact les uns avec les autres, par les gestes, par la parole, ou à s'émerveiller des petites choses du quotidien, par des effets lumineux ou même par l'odorat. Aujourd'hui, Théva Blanc, qui était donc une des étudiantes de ce groupe, vous présentera un de ses projets qu'elle a développé pour l'unité Poussin. Cette année, nous travaillons avec Sophie Larger, Alexandre Fouja et les étudiants de l'ENSAD sur comment développer des expériences sensorielles en prenant en compte la notion d'enveloppe et de frontières corporelles. Ce projet a lieu au sein du Centre médical et psychologique Rémy Gourmont dans le 19e. Et donc, depuis ces 3 ans, avec Nicolas Gautron, nous développons chaque année une édition qui permet de raconter un peu cette expérience pédagogique et de montrer le travail des étudiants. Donc, cette édition est physique, mais je vous propose d'aller la feuilleter virtuellement sur le site de l'ENSA Limoges. Donc, travailler pour le secteur de la santé a été, pour moi, enseignante, un croisement de hasard. Mais aujourd'hui, au bout de 3 ans de ce projet dans l'école, je peux vous parler des bénéfices pour les étudiants. Donc, d'une part, des étudiants dans une école d'art, jusqu'à maintenant, n'avaient pas forcément l'idée qu'ils pouvaient travailler pour le secteur de la santé. Et ils ne pensaient pas forcément que leur design pouvait être utile pour la société. Et donc, ça, c'est une grande avancée, je pense, pour ces étudiants, de comprendre que leur design peut être en action pour la société, que travailler pour le secteur public est une chose possible pour eux. Voilà, donc je suis ravie de participer à cette 2e journée d'études. Je suis impatiente de voir toutes les conversations qui vont se nouer avec le public. Le programme est dense mais passionnant. Et donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonjour, Sophie Larger, donc je suis designer et je suis professeure à l'ENSAD, à l'École des Arts Décoratifs.
Je suis également référente des équipes en design objet en Master 1. Alors, je vais vous parler un petit peu de notre école. Donc, c'est un établissement public d'enseignement supérieur qui relève du ministère de la Culture et qui a pour mission la formation artistique, scientifique et technique d'artistes et de designers. C'est une école qui a été fondée en 1766 qui propose 10 spécialisations. Archi intérieur, art espace, cinéma d'animation, design graphique, design objet, design textile et matière, design vêtements, images imprimées, photo, vidéo et scénographie. On a 750 étudiants à l'école. La formation se déroule en 5 ans et les étudiants sortent avec un grade master. Nous avons également un laboratoire de recherche qui s'appelle ENSAD Lab, qui offre plusieurs groupes de recherche couvrant les champs des arts et du design et qui accueille en moyenne une 50aine d'étudiants chercheurs et doctorants. L'ENSAD est un établissement qui est associé aussi à l'université PSL, Paris Sciences et Lettres. Dans ce cadre, l'école participe à la formation doctorale SACRE, Sciences, Arts, Création et Recherche, dont l'ambition est de rapprocher artistes, créateurs et scientifiques. Notre école initie depuis plusieurs années des projets autour de la notion du care, selon le mot anglais que l'on pourrait traduire le soin mutuel. Comment prendre soin de la société et du monde dans lequel nous vivons. Joan Tronto, philosophe américain, définit le care, activité caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer et de réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes et notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. L'école a développé 3 axes autour du care, la santé, l'environnement, notamment autour de la question de la transition écologique et le design social. En 2014, avec mon collègue Alexandre Fouja, nous avions déjà commencé à entreprendre des projets autour du handicap avec nos étudiants de 3e année. Initier nos étudiants dès le premier cycle a des répercussions sur le choix de recherche en Master 2. Nous nous apercevons que de plus en plus d'étudiants orientent leurs projets de mémoire et ou de diplôme sur le soin. Certains projets vont vous être présentés au cours de la journée. L'an passé, contactée par les services culturels de l'ambassade de France à New York, j'ai pu co-construire et animer avec Natalia Baudouin, étudiante chercheuse à ENSAD Lab, et l'organisation Wanted Design basée à Brooklyn, un workshop sur 3 jours rassemblant 35 étudiants entre Paris et New York, soit 11 écoles, sur la question suivante. Le design peut-il apporter des réponses pertinentes en temps de pandémie? De très beaux projets ont été imaginés. Une start-up est née d'un des projets dont l'objet était d'aider les couples en situation de crise, notamment vraiment amplifiée par cette situation de confinement. Nous allons renouveler l'expérience en mai prochain, une nouvelle aventure pédagogique qui va associer l'ENSAD et le Pratt Institute et 20 étudiants, et également un partenaire, l'Institut de recherche Imagine. Notre thème sera l'handicap invisible. À travers des rencontres et des échanges avec des médecins, des associations de patients, un psychologue et une philosophe, nous interrogerons le sens du handicap et les différentes situations que peuvent vivre les patients handicapés, leurs familles et les soignants, afin d'imaginer des dispositifs innovants et sensibles. La question du soin n'est-elle pas à l'origine du design? Alessandra Midal, théoricienne française du design, affirme que Katharine Bicher serait la pionnière du design. En rationalisant les espaces de la maison et de la cuisine, elle mécanise les tâches quotidiennes des femmes et invente l'économie domestique, dans le seul but de revendiquer la fin de l'esclavage. Elle propose un design de cuisine et aussi de nombreuses idées ingénieuses pour aider les femmes à s'organiser afin de pouvoir s'occuper de leur maison avec le moins d'employés possible. Le travail de Katharine résonne en ces temps où nous devons réinventer nos espaces, notre vie, nos valeurs, revenir à un design du soin pour nous aider à rendre notre monde plus hospitalier. Merci Sophie. Comme on a un tout petit peu d'avance, je vais peut-être laisser le temps du coup à Karine de se présenter, si elle veut bien. Et on accueillera donc à 9h30 Guillaume Couillard, qui est donc le directeur du GHU Paris, pour son mot d'introduction. Merci Marie, bonjour à tous. Donc, je suis comme toutes ici très, très heureuse de vous accueillir, même si c'est toujours très bizarre de regarder un écran pour dire ces mots de bienvenue.
Mais bon, on finit par s'y habituer, je ne sais pas, mais en tout cas par s'y résigner. Donc, je suis Karine Delanoë-Vieux, je suis en effet cofondatrice et co-responsable avec ma chère collègue Marie Coirier du laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité, donc qui est un laboratoire d'expérimentation et qui crée des espaces de liberté, d'invention, de rencontres et d'expérimentation que nous soutenons et auxquels nous prenons toujours beaucoup de plaisir. Donc cette journée en est une des formes de partage. Par ailleurs, moi, je ne suis pas designer, je suis plutôt directrice de projets culturels. J'exerce ce métier depuis une vingtaine d'années dans des hôpitaux publics. Et donc, la rencontre entre Marie et moi, c'est aussi la rencontre entre le développement culturel et le design et qui est un échange extrêmement fécond depuis 4 ans. Et par ailleurs, j'ai initié une recherche, une thèse sur ces questions de soins, design, art, hospitalité. Voilà, donc je vais accompagner et co-animer avec les 3 personnes ici présentes cette journée. Merci Karine. Alors, avec 2 minutes d'avance sur notre planning, s'il en est d'accord, on va donner la parole à Guillaume Couillard pour introduire la journée. C'est toujours mieux de bénéficier de 2 minutes de plus que 2 minutes de moins. Bonjour Monsieur Couillard et bienvenue à la journée d'études Design et Santé. Je vous donne la parole. Bonjour, vous me laissez même pas 30 secondes pour atterrir là, je suis à peine connecté. Non, mais je suis à l'heure là, vous m'aviez dit 9h30. Donc, absolument. Ça va. Bon, bonjour à tous, merci de m'avoir invité, merci à Karine et Marie de m'avoir invité pour ouvrir cette journée. J'en profite d'ailleurs au passage pour saluer publiquement le travail du LABA qui, depuis plusieurs années au GHU, apporte énormément de choses dans notre réflexion par rapport à l'expérience hospitalière et puis au bénéfice à la fois évidemment des patients, des aidants, des professionnels, dans une démarche de co-construction qui en elle-même déjà est presque un challenge. De moins en moins, j'espère, mais enfin, toujours quand même un challenge. Alors, je ne peux pas dire que je sois un expert des questions de design à l'hôpital. Du reste, cette notion de design à l'hôpital est plutôt, vous me corrigerez si je dis une bêtise, mais plutôt quand même une introduction récente, un champ d'investigation quand même avec un enjeu considérable quand on regarde le nombre de personnes qui passent par l'hôpital dans une année. On est à plusieurs millions, on estime à peu près à 13 millions de Français qui font chaque année un passage dans un service de soins, donc c'est considérable. Et donc, ça montre à quel point la réflexion sur ce que c'est que ce lieu de l'hôpital et qu'est-ce qu'il peut offrir aux gens qui y travaillent et aux gens qui y passent est un enjeu évidemment important. Dans ces lieux hospitaliers, on attend bien sûr on attend le meilleur soin, on attend la meilleure technique, la très haute technicité, mais aussi on attend bien sûr la qualité médicale et soignante. Mais au-delà de ça, je pense de plus en plus, on a une réflexion qui est, comme on dit maintenant, expérientielle, donc qui englobe plus largement, non seulement évidemment le soin lui-même, l'acte médical ou l'expertise rare, mais aussi un peu un environnement général, une expérience qui démarre peut-être même avant le contact avec l'hôpital et qui se poursuit après. Donc c'est très important d'avoir de plus en plus de développer ces visions un peu holistiques de l'expérience de nos patients et de leur famille.
Et on voit aussi que partout, et là je m'appuie encore une fois sur les expériences qu'a pu mener le LABA au GHU, ces expériences-là, elles ont un impact bien sûr pour les patients, mais elles ont un impact dans les relations entre les soignants et les soignés, dans la réduction du stress, dans l'amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels. Donc il y a tout un tas d'effets positifs et tout à fait tangibles pour l'ensemble des personnes qui fréquentent les hôpitaux. Donc, c'est là aussi, on assiste un peu depuis quelques années à un glissement entre un peu le prendre en charge au sens médical du terme et le prendre soin, le design with care, qui est porté aussi par Cynthia Fleury, qui, comme vous le savez, intervient au GHU et que je salue au passage. Donc, dans cette approche, et là encore, je vais rien vous apprendre, mais l'utilisateur, au sens le plus noble et le plus large du terme, regagne une place centrale et ses interactions avec l'ensemble de l'environnement sont regardées aussi bien d'un point de vue systémique que pratique, esthétique, et chaque dimension se nourrissant les unes des autres. Et parfois, on sait que ce sont des micro-ajustements, un aménagement d'espace, un aménagement de lumière, un changement de matériaux, qui peuvent suffire à changer quelque chose dans le lien entre l'utilisateur et son espace. Et puis, parfois même, pour des ajustements un peu moins micro, on peut avoir des retentissements, y compris dans la thérapeutique de nos patients. Je crois que vous aurez l'occasion d'en parler dans la journée d'aujourd'hui. Et puis, l'étape suivante, alors ça, c'est un sujet qui m'est cher, Marie et Karine le savent bien, c'est ce que ça implique en termes de passage à l'échelle. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup d'expérimentations, il y a beaucoup d'expérimentations, il y en a eu au GHU, il y en a ailleurs. Et ces expérimentations, elles sont parfois réussies, très réussies, et évidemment, l'enjeu derrière, c'est le passage à l'échelle, c'est à faire bénéficier tout le monde de ces expérimentations, ce qui peut paraître simple, parce qu'on se dit, s'il y a quelque chose qui marche quelque part, finalement, autant le refaire ailleurs. Et en fait, c'est évidemment loin d'être simple, d'abord parce que ces expérimentations, elles impliquent tout un travail, un travail qui est forcément un peu adapté à la circonstance, à l'endroit, à l'équipe qui s'est engagée dans une expérimentation. Et puis aussi parce que ces expérimentations, elles impliquent en fait au bout du bout une modification des usages, des pratiques. Et ça, c'est pas le plus simple. C'est-à-dire que changer le lieu, c'est une chose, que l'équipe s'implique dans ce changement, c'est encore autre chose, et que tout ça devienne au service de la thérapeutique et du changement des pratiques, y compris les pratiques de soins, c'est encore une étape supplémentaire. Et ça, c'est pas toujours simple, même si on observe en général que les retours partout où les expériences ont été menées sont quand même très positifs, et y compris jusqu'à l'interrogation des pratiques. Alors, je crois que vous avez travaillé l'année dernière sur la notion d'accueil, une notion d'ailleurs dont on n'a pas fini de parler au GHU, puisqu'on est encore en train de travailler dessus, et je pense qu'on n'aura pas fini avant longtemps de travailler sur cette notion-là, l'accueil, le premier contact avec l'institution hospitalière. Et aujourd'hui, c'est le thème de l'enveloppe qui, si j'ai bien compris, vous occupera toute la journée. Alors évidemment, c'est un sujet qui n'est pas exclusif à la psychiatrie, mais enfin, quand même, on peut remarquer que ce thème adresse des thématiques assez spécifiques en psychiatrie, maladie du rapport à l'autre, de la sensorialité, de la restriction des libertés, de la contenance. On a toutes ces choses-là qui gravitent autour de la discipline psychiatrique et des maladies psychiatriques. Le design apporte dans ce cadre-là une possibilité de faire un pas de côté et de rechercher un petit peu des alternatives à des circuits, des modes de prise en charge, des dispositifs
très protocolisé, très standardisé. Et c'est évidemment une très bonne chose. On a encore l'exemple récemment avec toute la discussion autour de l'isolement et de la contention, comme vous le savez, est une modalité de prise en charge de certains patients dans des périodes de crise très particulières et sur lequel on s'interroge beaucoup pour faire évoluer ces modalités-là. Et la notion d'espace, d'enveloppe, de design, etc., ces notions-là peuvent être des aides pour justement faire évoluer ces pratiques. Je pense que vous aurez l'occasion d'en parler aujourd'hui. Je terminerai en disant peut-être que, alors je rappelle là encore, c'est peut-être une évidence, mais je redis un mot plus global du GHU. On est en train de mettre la dernière main à notre projet d'établissement et en tête de ce projet d'établissement, mon souhait, c'est vraiment de mettre le point de vue du patient en tête de toutes les préoccupations. Alors ça peut paraître un peu tarte à la crème, un peu évident, un peu systématique, de dire voilà, on va mettre l'intérêt du patient au centre. C'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas en pratique. Faire en sorte que l'amélioration de l'expérience du patient dans toutes ses dimensions soit vraiment au cœur de tous nos choix. Et quand je dis nos choix, j'entends les choix de l'ensemble des acteurs de l'hôpital, les soignants comme les non-soignants, mais soit vraiment que l'intérêt du patient soit vraiment la première des priorités et le critère essentiel pour évaluer nos actions. Et ben, en fait, c'est aussi bizarre que cela puisse paraître, ce n'est pas complètement le cas. Et donc, ce qu'on souhaite dans notre projet d'établissement et ce qu'on souhaite pour ce GHU, c'est vraiment de faire cet effort collectif, de passer le point de vue du patient au centre, ce qui veut dire d'ailleurs, dans un premier temps, penser à demander le point de vue du patient dans un certain nombre de cas, ce qui n'est pas toujours aussi naturel que ça, qu'on pourrait le penser. Donc ça, c'est notamment la notion de patient partenaire qu'on voudrait développer énormément au sein du GHU. Et le design et le travail du LABA et d'autres participent à ce mouvement, je dirais presque cette acculturation, pour nous aider justement à diversifier ce point de vue, à écouter ce point de vue du patient. Et puis aussi par son volet recherche, puisque je rappelle qu'il y a quand même toute une dimension recherche dans les travaux du LABA, à permettre de capitaliser sur les expériences et de structurer la réflexion et l'action et d'allier les deux pour en permanence progresser dans la connaissance par la recherche et dans l'action et dans l'amélioration concrète pour les services hospitaliers. J'en profite aussi pour remercier les partenaires, je crois qu'ils sont partenaires de la journée aussi, l'École nationale supérieure d'art de Limoges et l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, qui nous aident à ouvrir un peu nos perspectives. Et donc, merci pour leur participation aussi à cette journée. Je termine juste en faisant une toute petite incise sur la période que nous connaissons. Donc, je n'ai pas encore évoqué l'épidémie, mais qui nous frappe maintenant depuis plus d'1 an. Mais il est clair que ce que l'on vit en ce moment, ce que les équipes vivent sur le terrain pour prendre en charge les patients, acutise encore les problématiques liées à l'hospitalité. Les gestes qui sauvent sont des gestes barrières. Donc, rien que dans le nom, dans la dénomination, on voit que ça interroge sur l'espace, les relations qu'on peut avoir entre les soignants, les soignés,
les patients, leurs familles. Et donc, la mobilisation des communautés médicales, soignantes, techniques, logistiques est bien sûr constante. Et à chaque occasion, d'ailleurs, j'en profite pour souligner leur engagement et leur implication. Mais pour les aider aussi, il nous faut être sans cesse plus inventifs, plus innovants, et réinventer sans cesse nos lieux hospitaliers, réinventer nos pratiques sur tous les fronts, hein, que ce soit scientifique, clinique, psychologique, pour faire face à la fois aux contraintes de l'épidémie, mais aussi aux contraintes de notre activité de soins, de notre activité hospitalière. Et ça passe évidemment par une attention sans cesse renouvelée et redoublée pour l'autre, que ce soit le patient, la famille ou le collègue de travail. Je vous remercie beaucoup tous et puis je vous souhaite une très belle journée et beaucoup d'échanges riches et fructueux dans cette journée d'échange. Merci beaucoup, Monsieur Couillard. Merci beaucoup, Monsieur Couillard, pour votre introduction. Désolée de vous avoir pris un peu au dépourvu, mais vous vous en êtes finalement très bien sorti. Vous êtes rompu à l'exercice. Donc, on va plonger dans cette journée avec un premier thème animé par Karine Delanoë-Vieux sur une proposition d'enveloppe sonore. À quel moment le son peut être un outil utilisé au service de l'apaisement et de la contenance. Karine, à vous les studios. Merci Marie. Donc nous démarrons effectivement avec la question du son. Alors peut-être dire que quand même toute cette journée va reposer sur des fondements conceptuels issus de la théorie développée par Didier Anzieux autour du MOAPO. Donc théorie qui s'est déclinée dans un certain nombre d'enveloppes sensorielles, et qu'on retrouve bien sûr ces enveloppes sensorielles dans le monde psychique et de la prise en soin psychologique et de la santé mentale en général, puisque beaucoup de ces souffrances psychiques se traduisent notamment par des effets et des ressentis de fragmentation et de morcellement de l'identité du moi, du soi, qui sont des sources vraiment de mal-être très profond. Donc, l'objet de cette journée, vous l'avez compris, c'est d'essayer de traduire finalement au-delà de la pratique clinique plus fondée, de trouver des formes et de trouver des formes par le design à travers l'exploration sensorielle pour traduire les trois fonctions qui sont soulignées par Didier Anzieux du MOAPO et donc des enveloppes. Et ces trois fonctions, je les rappelle rapidement en introduction de ce premier thème, c'est la contenance, la barrière et le filtre des échanges entre l'extérieur et l'intérieur, le dedans et le dehors. Et d'ailleurs, Didier Anzieux va jusqu'à lui-même proposer des objets princeps de ces trois fonctions, et il propose pour la contenance l'objet du sac, pour la barrière l'objet du paravent, donc c'est la barrière au sens des limites et de la protection, et pour le filtre, l'objet du tamis. Donc, bien entendu, il n'est pas question de faire des traductions littérales, mais c'est quand même assez intéressant de voir comment un chercheur en psychologie cherche déjà à trouver des images et des formes à ses concepts et à sa pensée. Alors, nous démarrons cette journée avec le son, avec l'enveloppe sonore, parce qu'elle a été considérée déjà par Didier Anzieux, et un certain nombre de recherches en neurosciences et en imagerie médicale ont conforté cette idée que l'enveloppe sonore a une prééminence dans la constitution et le développement du psychisme et du moi psychique,
avec l'enveloppe tactile. Donc, ce sont les 2 premières enveloppes qui permettent au bébé de se réassurer et de construire ses limites du moi par rapport à l'extérieur. Donc, commençons par ordre chronologique de la constitution du moi psychique. Donc, le son, et on va juste après avoir une thématique plutôt sur le tactile. Donc, nous sommes dans le bon ordre. Du coup, pour commencer ce premier thème, nous accueillons, et je les remercie d'avoir accepté de leur présence ici dans cette journée, nous accueillons Julien Gorias, donc, qui est designer, qui intervient pour concevoir et développer un dispositif, une micro-architecture qui s'appelle Psyson, qui est porté par la direction des soins infirmiers et le GHU, qui est coordonné aussi par le LABA, dans le cadre d'un partenariat avec l'IRCAM, avec le Centre de recherche en design NC ENS Cachan Paris-Saclay, et qui va donc nous présenter sa réflexion, sa recherche autour de la question: peut-on réduire l'anxiété par le son et la musique en psychiatrie ? D'un projet pédagogique fictif à un projet de recherche in situ mené à l'hôpital. Alors, ce ne sera pas un point de vue rétrospectif, c'est vraiment un work in progress, on est en plein dedans. Et ensuite, nous accueillons donc Luc Pereira, qui est designer sonore, étudiant-chercheur à l'ENSAD Lab, et qui va nous faire une présentation aussi de sa recherche, donc, qui s'intitule « Thalas médical, esthétique des sons carnatiques contemporains et dispositifs interactifs de design sonore dans la prise en charge des personnes atteintes d'Alzheimer ». Voilà, nous aurons ensuite 10 minutes pour quelques questions, mais nous pourrons reprendre cet échange et ce dialogue dans la table ronde de la fin de matinée, qui est beaucoup plus confortable pour que vous puissiez adresser vos questions aux intervenants. Et donc, je rappelle que ces questions doivent être adressées dans Q et R, donc questions et réponses, et pas dans converser, pour qu'on puisse ne pas mélanger. Donc, merci beaucoup. Comme dit Marie, à vous les studios. Julien Gorias en premier. Merci beaucoup, Karine, pour cette introduction, et merci au LABA de mettre tout ça en activité. Je vais vous raconter un peu mon expérience, comment je suis tombé dans l'hôpital malgré moi en tant que designer. Et pour ça, je vais vous partager une présentation. Alors, voilà, hop. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. J'espère que oui. Bon, c'était de la fin au début. Donc, en fait, j'ai commencé à travailler pour l'hôpital Sainte-Anne grâce à un workshop qui a été proposé par l'ENSI en 2017, qui était proposé justement par le son, par Roland, donc, qui est celui qui s'occupe de toute la partie son dans l'ENSI. Et puis, j'y suis allé curieux, mais sans vraiment me rendre compte de l'importance qu'avait ce projet. L'idée à l'époque, c'était un partenariat avec les Beaux-Arts du Mans, l'IRCAM et Sainte-Anne, pour plutôt réfléchir sur la question de comment apporter du son aux gens qui sont malades dans ce pavillon Pierre-Aulagnier. Puisque à l'heure actuelle, il y avait une télé dans la salle commune, mais il n'y avait pas d'endroit vraiment pour se retrouver en musique, d'endroit pour se retrouver un peu quelque part dans une écoute qui vient justement un peu se protéger. Donc l'enveloppe, j'y arriverai après, parce qu'en fait, au début, on était juste parti sur la musique, et l'enveloppe en fait est venue juste après. Donc, on avait proposé un projet qui s'appelait Fluxo. Donc, ça, pour recontextualiser, c'était un workshop de 2 semaines qui était vraiment fait pour être très rapide. Donc, on avait commencé, bien sûr, par visiter les locaux, essayer de s'immerger au maximum, puis de rencontrer aussi les patients. Et on s'était rappelé que Papanek, donc c'est
c'est un designer un peu, c'est un peu l'inventeur du designer du do-it-yourself, d'avoir ce côté très rudimentaire, compte tenu de la complexité parfois que peut représenter l'hôpital et aussi du manque de budget que cela peut représenter. Donc l'idée, c'était de venir dériver les prises téléphone qui sont disponibles au-dessus de chaque lit, comme on peut le voir ici, et de venir diffuser en fait un signal sonore dans la prise téléphone qui pourrait être lié à un casque. Donc l'idée, c'est qu'il y aura un petit module qui nous permettrait de choisir entre deux chaînes, une chaîne plutôt de conversation et une de musique, donc, et de venir voilà, créer ce dispositif, et puis sur ce dispositif, voilà, brancher un casque pour écouter de la musique. Voilà, on avait fait la maquette en 2 semaines, et l'idée, c'était de pouvoir se rendre compte, est-ce que c'est possible ou pas. C'est intéressant aussi, juste avant, dans cette introduction, on nous parlait de trouver un peu cette maquette, mais après, le faire fonctionner pour de vrai, c'est vrai que c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'il y a la bonne idée, il y a la maquette, mais derrière, il faut l'installer pour que ça fonctionne pour de vrai. Ensuite, on avait, et là on se rapproche un peu plus de l'enveloppe, travaillé sur un principe d'alcôve. On avait vu que dans l'hôpital, il y avait des petits recoins. Donc, en s'inspirant un peu de ce banc, enfin de ce canapé des frères Broullec, on avait imaginé que un patient puisse se lever et puis aller dans une espèce de ces alcôves, venir un peu écouter de la musique. Donc ça, ce sont les dessins de base. Donc après, on a fait une maquette. D'ailleurs, je remercie bien tous les autres élèves qui étaient avec moi et notamment l'élève qui a fabriqué la maquette de cette alcôve, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc l'idée, c'était de créer un dispositif textile qui vient adoucir le contact, qui est dans l'alcôve elle-même, de mettre de la musique. L'idée, c'est que cette maquette a été présentée à Sainte-Anne pour montrer que le concept pouvait exister. Et c'est vrai que je crois que cette maquette est restée fonctionnelle pendant 3 ans. Donc là, maintenant, elle n'est plus dans l'hôpital, mais pendant 3 ans, on s'en est quand même servi. Et c'est ça qui est intéressant vraiment dans la démarche design, j'allais dire surtout sur des courtes périodes comme ça, c'est de rendre possible le design en faisant pour de vrai, c'est-à-dire en allant jusqu'à la maquette fonctionnelle pour pousser au maximum le principe, le concept, pour valider les choses. Donc voilà, ce workshop nous avait donné donc ces 2 pistes un peu, cette alcôve à gauche puis ce boîtier. Et puis, voyant que cette alcôve a servi et a continué d'exister, je me suis rendu compte à ce propos-là que ça a commencé à poser un peu la question de pour moi en tout cas, personnellement, qu'est-ce que le design et qu'est-ce que ma pratique design. C'est vrai que les paléontologues ou les sociologues placent le début de l'humanité au moment où on crée une sépulture. Moi, je me suis dit, mais en fait, on ne nous dit jamais vraiment pourquoi. Pourquoi c'est ce moment-là? Et en fait, c'est ce moment-là. En fait, l'humanité est devenue l'humanité peut-être au moment où on prend soin de personnes qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes, en l'occurrence les morts, et là, en l'occurrence, les malades. Donc là, je me suis dit peut-être que le design, s'il n'est pas utile à quelqu'un qui en a vraiment besoin, en tout cas quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose de lui-même, peut-être que c'est là que le design prend tout son sens. Donc, j'ai eu la chance d'être rappelé par le LABA pour ce projet d'enveloppe sonore de projet Psyson, qui vient sur ces bases-là venir ajouter, augmenter et vraiment investiguer cette partie d'enveloppe sonore et d'aller plus loin. Donc, c'est une équipe donc, où il y a beaucoup d'acteurs qui permettent justement de rendre à la fois ce dossier réel, traité, puis de façon très sérieuse. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, ce qui est très, très intéressant, c'est justement que chacun dans sa spécialité vienne se mettre au service de ce projet. Donc là, ce qui est génial, c'est que le LABA a bien travaillé justement sur le cadre dans lequel
devait se faire ce projet, ce qui, en tant que designer, vient absolument nous aider puisqu'on nous donne le cadre de l'hôpital. Et moi, en tant que designer, après, j'ai plus qu'à justement mettre mon expérience et mon sens, j'allais dire, de l'harmonie au service de ce cadre. Je ne rentre pas dans trop dans les précisions parce qu'il faut que je file. Donc, l'idée, c'est que cette enveloppe sonore doit accompagner le patient à travers différentes contraintes. Hein. La contrainte de où est-ce que je l'écoute, comment je m'en sers, comment je le produis, comment je l'entretiens, comment je le nettoie. Et j'ai eu la chance de rencontrer justement le service avec lequel nous mettons en place ce projet. Donc, j'ai rencontré Monsieur Ghislain Morange qui m'a très bien accueilli dans son service justement pour nous montrer ces locaux et puis surtout pour rendre, parce que le projet design, il faut qu'il s'incarne dans quelque chose de tout à fait vécu de vrai. C'est-à-dire que si le design ou le designer reste trop loin de la matérialité ou du cadre dans lequel il va s'inscrire, il va sûrement se tromper. Donc là, l'idée, c'était vraiment de se dire, de rencontrer le personnel soignant, rencontrer aussi les patients, pour voir comment finalement tout ça pouvait être fait pour de vrai. Parce que voilà, pour les patients, il y a un certain besoin. Pour le personnel soignant, il y en a un autre. Tout ça est associé en plus à un projet de recherche. Donc, ce dispositif, il va servir de source d'un projet de recherche. Donc, il va nous permettre de travailler sur le point de vue plus scientifique-médical, qui n'est pas ma partie. Moi, je dois juste mettre en place l'objet qui permettra cette étude. Donc, l'idée, c'est de mettre tout ce monde d'accord et donc de rencontrer les gens pour de vrai, voilà, de rencontrer les locaux, de voir dans quoi, quel est le quotidien. Donc, j'ai eu la chance d'être accueilli, d'avoir donc une journée d'immersion où je suis resté à observer, à dessiner, à regarder comment étaient disposées les chaises, comment étaient disposées, quel est l'usage qu'on en fait. On voit qu'il y a une certaine esthétique, il y a une certaine il y a un langage en fait qui est traduit dans les meubles et dans le mobilier et puis dans leur usage. Et donc, je commençais à chercher des solutions. Donc, cette enveloppe sonore, c'est vrai qu'on imaginerait quelque chose peut-être un peu magique, peut-être un peu comme une bulle transparente qui nous accompagnerait. C'est vrai que le psychologue Monsieur Letier et Justin Morange que j'ai interviewé, ils ont tous tout de suite pensé à un œuf, cette espèce d'objet qui viendrait nous protéger, qui viendrait nous faire redevenir petits poussins finalement dans quelque chose de très finalement de très, j'allais dire intra-utérin, mais bon, je ne sais pas si l'expression est bien choisie, mais donc quelque chose qui vient nous rassembler. Et puis aussi cette idée, non pas des Playmobil, mais de la voiture, cette voiture qui vient en fait quand on roule très vite nous donner ce sentiment de sécurité, ce sentiment de quelque chose qui vient, qui nous entoure, quelque chose qui vient faire justement cet œuf. Donc, on retourne dans cet œuf. Donc là, aujourd'hui, on est encore dans la phase de dessin, de recherche. Donc, l'idée, c'est Là, je vous ai donné un peu la complexité, le côté vaste de tout ce projet, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un objet qui se lave, qui se nettoie, transportable, efficace, dont la qualité d'écoute est bonne, qui peut servir de sujet d'étude, qui s'inscrit dans l'hôpital d'aujourd'hui. Donc voilà, donc le défi est hyper intéressant et le but de cet objet il est réel en fait. Il a un but social et sociétal capital et vraiment très important. Et donc, c'est vrai que je dois avouer qu'il y a une partie de moi qui est très très fière et très heureuse quand on va rencontrer des patients qui se sont servis d'un dispositif qu'on a mis en place et qui nous disent merci d'avoir mis de la musique.
Et ça, c'est quand même un truc extraordinaire en tant que designer. Je ne suis pas sûr d'avoir vécu ça en fabriquant une lampe et qu'on m'ait dit merci d'avoir mis cette lampe. Donc voilà, donc ça, c'était un petit clin d'œil que je voulais vous partager. Je crois que mon temps est écoulé. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Julien. Je vais du coup donner la parole à Luc Pereira. Merci. Bonjour. Alors, je vais partager l'écran. Comme ça, ce sera fait. Hop. Alors, bonjour, je me présente Luc Pereira, je suis doctorant à l'École des Arts décoratifs de Paris. Ma thèse est dirigée par Pierre Jouvelot de l'École des Mines Paris Tech. Et mon maître de thèse est Patrick Renaud du groupe Symbiose de l'ENSAD Lab. Donc, cette recherche est également suivie par Emmanuel Durand, professeur à l'hôpital Paul Brousse, en section gériatrie. Donc, notre champ d'application est le design sonore médical, plus spécifiquement pour les patients atteints d'Alzheimer. Donc, comme c'est une maladie où il n'y a pas de médicaments, ils ont essayé, mais ça ne fonctionne pas. Donc, il n'y a que tout ce qui existe au niveau de l'art-thérapie. Donc, l'art-thérapie englobe en fait la danse, la musique, théâtre et les arts visuels. Donc, nous, on a plus orienté au niveau du son, plus au niveau de la musique. Au départ, la musique, puis on est arrivé petit à petit vers le son. Et pour valider à peu près, pour savoir la direction, on est allé voir Madame professeure Edith Lecourt, qui est professeure éméritée en musicothérapie à Paris Descartes. On a eu un entretien d'1 heure avec elle et on a présenté le projet avec mon directeur de thèse. Et elle nous a dit oui, que c'était pertinent et donc on a continué la démarche. Donc la maladie d'Alzheimer, donc très rapidement, c'est une maladie neurodégénérative, donc incurable. On le teste avec 30 questions qui s'appellent le MMS, le Mini Mental State. Et le seul moyen qu'on a trouvé, même en neurosciences, en neuromusique plus spécifiquement, c'est que même en état de démence très grave, le patient est capable de ressentir le rythme et le son. Donc, il se réveille à un moment, ça lui fait du bien, mais dès que la musique est arrêtée, il retourne en état de démence. Donc, voilà. Alors, on a commencé cette recherche depuis 2016. Donc, on a planifié, on a ciblé nos actes de recherche. D'abord avec des objectifs très simples, qui soient réalisables. Et à force de faire des objectifs petit à petit, on s'est rendu compte que ça relevait d'autres questions, au principe de la recherche, mais bon. Et donc moi, aujourd'hui, je vais juste vous parler très rapidement tout ce qui est de l'enveloppe sonore, mais plus spécifiquement le timbre, que je vous oriente voir Pierre Schaeffer, ou Fourier, ou Anne Loos, qui vraiment sera ce qu'on appelle sur l'enveloppe spectrale, mais spécifiquement au niveau du rythme. Alors, Tala, en sanskrit, veut dire rythme. Donc, rythme, donc je vous passe, c'est ça. Donc, il faut aller en Inde. Donc, l'Inde, au nord, on appelle la musique hindustani, donc ce que vous connaissez avec Ravi Shankar, avec les Beatles, etc., la musique hindustani. Tandis que le sud, c'est la musique carnatique. Alors, au XIIe siècle, les Mongols ont envahi le nord de l'Inde, mais ils ne sont pas descendus jusqu'au sud. Donc, le rythme a été complètement différent. Donc, vous avez un rythme spécifique en hindustani, voilà, et le rythme spécifique en carnatique. Donc, nous, on s'est orienté plus dans le rythme carnatique. Donc, il existe aussi des études en Inde au sud-ouest, avec Shantala Edge, qui travaille sur la notion rythmique, mais hindustani, sur des patients en neurosciences musique. Donc, pour des personnes qui souffrent d'addiction à l'alcool, pour les femmes enceintes, pour calmer, pour apaiser pendant l'accouchement, et aussi sur des recherches liées au niveau de l'autisme pour l'enfant. Donc, c'est des rythmes qui fonctionnent, la musique elle fonctionne, donc il y a des textes, une littérature assez abondante sur la spécificité. Alors, nous, on est parti par rapport à notre étude. Au début, on voulait voir déjà comment fonctionne au niveau du rythme hindustani.
Donc, première étude qu'on avait réalisée, c'était le 3 février en 2018 au Cité internationale des arts. Donc, il y avait 43 participants. On leur a donné un questionnaire. Ils avaient entre 25 et 50 ans, donc 16 hommes et 24 femmes, sans troubles cognitifs. Et d'abord, on a fait un concert de 1h30 avec 25 minutes d'écoute. Et à partir du résultat qu'on avait vu du questionnaire, on s'est rendu compte que la musique hindoustanie, ça fonctionne, mais le rythme aussi. Mais rythme hindoustani. Après, il fallait spécifier pour aller plus dans le rythme carnatique. Donc, on a fait une deuxième étude, donc le 10 août en 2018. Donc là, c'était une association de résidence un peu privée où on a rencontré des personnes âgées, valides, qui avaient entre 70 ans et 90 ans, 70-90. On les a fait écouter toute la musique carnatique, en fait. Tout ce qui peut exister au niveau carnatique, que ce soit voix, instruments, ainsi de suite. Et pareil, même résultat, on était assez satisfaits. Donc, après, on est allé dans une résidence privée. Là, on n'a appris que des rythmes carnatiques composés par nous-mêmes, donc composés par moi et des musiciens. Et on a diffusé ça, pareil, avec des personnes valides, dans une résidence privée âgées de 70-90 ans, questionnaire, avec des explications, des écoutes de 5 à 7 minutes. Il y avait 6-7 écoutes. Et on posait la question, et bien sûr, ça a été filmé, et aussi, on l'a en même temps enregistré en audio. Donc, avec toutes ces données, on a commencé à réfléchir. Déjà, on a vu que le rythme carnatique fonctionne sur des personnes valides. Maintenant, il fallait aller à l'hôpital. Donc, pour aller à l'hôpital, on a rencontré le professeur Durand, plus le docteur Vétillard à l'hôpital gériatrique. Ils ont validé le protocole. Donc, on avait demandé quelque chose de très spécifique, un espace fixe, lumineux, fermé, séance hebdomadaire. Donc, le matin et l'après-midi. Le matin à partir de 10h, l'après-midi après la sieste. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus agités, parce que là, comme c'était des personnes très démentes, avec un MMS très faible, donc on voulait voir si ça fonctionnait ou pas. Et le protocole a été validé par l'hôpital. Donc, la séance se passait, donc moi, je m'installais devant le patient et le médecin, docteur Vétillard, c'est elle qui posait des questions, c'est elle qui prenait les réponses, ainsi de suite. Donc, le résultat qu'on a eu, c'est donc que 63% des patients n'étaient pas capables de verbaliser, mais ils étaient moins agités pendant l'écoute. Et surtout, ils avaient envie de faire des mouvements. Donc, avec toutes ces données, on a commencé à travailler je montais une sorte d'équipe parce que je suis à la fois enseignant à l'Éducation nationale et aussi je suis intervenant à l'IUT de Marne-la-Vallée en interface média homme-machine. Donc, on a travaillé, on a essayé d'inclure un point de vue vraiment social, parce qu'on voulait vraiment créer du lien entre les élèves, lycéens, étudiants, etc., avec l'hôpital, avec les patients, gériatres, ainsi de suite, comme une relation intergénérationnelle, qui se rendent vraiment compte par rapport à des cahiers des charges, à des questions très spécifiques, qu'il existe aussi des personnes âgées qui sont en souffrance, surtout les lycéens. Quand on a présenté la recherche avec nos observations à l'hôpital, etc., ils étaient totalement impliqués. Donc, on a travaillé avec l'ESTI, l'ENSI, Mines ParisTech et le lycée Monge à Savigny-sur-Orge dans le 91. On a tous travaillé au niveau de la programmation, de la fabrication et de l'expérimentation. Et tout ça, nous sommes arrivés à un scénario d'usage, donc un dispositif de format A3 qui se branche très simplement et avec une interface devant pour sélectionner les morceaux, que même un enfant de 10 ans puisse capable de choisir. Donc, vous mettez une clé USB, vous sélectionnez. On invite, parce que le patient n'est pas obligé, à poser la main dessus, ou bien il peut même juste écouter, et on diffuse le son. Donc voilà. Donc, on a juste repris d'un point de vue purement technique, parce qu'il y avait la transformation de Fourier. Donc, on prend le rythme, on le retraduit par rapport à des mouvements. Donc, il faut imaginer deux bras qui montent, qui descendent, qui vont de gauche à droite et qui traduisent le mouvement rythmique des rythmes carnatiques. Alors, voici l'exemple. Donc là,
on l'a expérimenté le 9 septembre 2020 avec les conditions. Vous avez vu que les résidents étaient gantés, on était masqués et on a essayé l'expérimentation. Donc, je vais lancer. Hop. Alors, pardon, excusez-moi, je suis allé trop vite. Donc là, on l'a expérimenté aux résidences à 2006, le 9 septembre 2020, donc avec des personnes valides qui ont entre 70 ans et 70 à 90 ans. Questionnaire, donc toujours avec un enregistrement audio et vidéo. Et on leur demandait ce qu'ils en pensaient en fait du dispositif, quoi, parce que c'est vrai qu'on a pour l'instant le rythme, c'est vrai que le rythme est perceptible au niveau du cortex frontal, jusqu'au niveau de l'hypothalamus, et qu'il y a une sensibilité au niveau de la métrique. Donc on voulait avoir leur avis pour savoir ce qu'ils en pensaient en fait du dispositif. Donc ils étaient contents. Il y en a qui me disaient que la boîte, c'était bien de le voir bouger tout seul, qu'il n'y avait pas besoin de poser la main, et que c'était assez plaisant de voir ces effets de mouvement. Donc voilà. Et on a posé la même question auprès des musicothérapeutes, donc du monde entier. Donc ça allait de Tunisie au Japon, un peu partout. Et voici leur réponse par rapport à ce dispositif. Je trouve qu'il a un bon format en tout cas. Je trouve qu'il a une bonne taille. Oui, ça pourrait m'intéresser justement pour voir l'effet que ça a sur certains enfants qui sont en recherche tactile. Mon entourage, que ça va beaucoup intéresser aussi, ne serait-ce que parce que effectivement les rythmes indiens, ils sont tellement plus complexes et tellement plus nourrissants. L'utilisation du rythme, tout ça, et du toucher, oui. c'est vachement important sur de la rééducation AVC. Alors, donc, on s'est rendu compte que ce soit même par rapport aux musicothérapeutes, parce qu'on a même envoyé un sondage auprès des personnels soignants, déjà de voir le fait de déplacer l'objet, est-ce que c'est contraignant ou pas. Pour les musicothérapeutes, est-ce qu'ils peuvent le réutiliser cet objet ou pas. Et en fait, en faisant ces études, on s'est rendu compte que les personnes qui viennent à l'hôpital visiter passaient 2 heures sans rien faire en fait. Donc ils sont déments, donc ils sont face aux déments, et ils restent assis à attendre. Bon, pas tout le temps non plus, parce qu'ils essaient de participer, etc., etc. Donc on s'est dit pourquoi pas utiliser un dispositif comme une sorte de chaîne Hi-Fi qu'on sort de temps en temps, que le personnel soignant l'apporte même, et il le branche et il l'utilise, quoi. Donc voilà, c'était vraiment ça l'idée. Donc nous, pour l'instant, je trouve qu'il a un bon... Pardon. On essaye de le finaliser, parce qu'il y a des contraintes aussi au niveau du poids par rapport au mouvement, mais voilà. Mais en tout cas, le lien avec les étudiants, de créer un niveau social, c'était intéressant. Et donc, pour plus tard, pourquoi pas vraiment de tester. Donc, il y a un doctorant, pardon, pas un doctorant, excusez-moi, un postdoc à Paris-Descartes, qui lui, il est à la fois musicien et professionnel, et qui est d'accord pour travailler en bioneurologie, de voir la captation au niveau des rythmes. Donc voilà, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup. Merci. Colline, il faut que tu remettes ma vidéo. C'est fait. Ok. Voilà. Donc, merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Luc, pour ces projets vraiment totalement passionnants. Je n'ai pas donc... Ah si, j'ai 2 questions. Alors,
une question de Frédéric Voisin, donc, qui est également designer sonore et qui développe des projets aussi dans un EHPAD auprès d'un public d'Alzheimer. Sa question, alors là je relais les questions, puis après je vous adresserai également des questions. Quelles données cliniques permettent de valider les effets sur les patients? Donc, je pense que ça s'adresse plutôt à Luc, puisque avec Julien, on n'en est pas tout à fait là, bien que dans la recherche autour de Psyson, il y a un certain nombre, il y a un protocole d'évaluation qui a déjà été mis en place. Peut-être, Julien, je donne juste la réponse là-dessus sur la recherche, hein, puisque donc on a déposé un projet de recherche qui s'appelle PHRIP, donc programme de recherche infirmier et paramédical, et dans lequel les données sont plutôt des données concernant la diminution du recours aux médicaments, notamment à la sédation, et du recours à la mise en chambre d'isolement et à toute forme de contention. Et je vais laisser Luc répondre de son côté à cette question qui est très intéressante. Julien, je commence? Pardon, excusez-moi. Oui, allez-y Luc, et après Julien complétera. Donc là, ça va être plus des données qualitatives, non quantitatives. Donc pour plus tard, c'est pour ça qu'on voudrait finir déjà le dispositif et après faire des études plus quantitatives. Donc avec, comme je l'avais dit à la fin, avec des capteurs au niveau du cerveau, avec l'Université de Paris-Descartes, et de tenter l'expérience au niveau sonore. Mais par contre, si vous voulez vraiment des données au niveau de la musique hindustanie, au niveau rythmique, il en existe à Bangalore, donc au sud de l'Inde. Et donc, il y a même une étude en Australie, qu'ils ont fait ça auprès des étudiants japonais. Ils ont fait une comparaison avec 3 types de rythmes, donc rythme américain, japonais et indien. Et ils se sont rendus compte que les étudiants, les 140 étudiants, leur fréquence cardiaque diminuait, quoi. En fait, c'est un système de... Comment dire, le rythme se cale automatiquement au battement du cœur, quoi. Donc voilà. Comme on sait qu'il y a des études qui démontrent que c'est lié par rapport à l'hypothalamus au niveau du cortex frontal des fœtus, quoi. Et que ça reste, en fait. Et c'est ça qui reste à la fin. Donc, nous, on voudrait juste démontrer plus tard que ça peut fonctionner aussi avec les musiques extra-européennes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Luc. Julien, est-ce que tu veux compléter sur cette question oui, donc des données cliniques permettant de valider les effets? En 2 mots, non, mais c'est plus un livre que je trouve intéressant qui s'appelle La symphonie neuronale, justement, qui parle de ce rapport qu'on a entre le cerveau et la musique, qui sont vraiment intéressants. Et là, moi, plus dans mon cas, c'est un peu plus justement de faire le chemin. Il y a une intuition, il y a quelque chose qui nous semble juste, et justement d'aller chercher justement cette démonstration clinique, j'allais dire, pour valider cette intuition. Donc, moi, j'ai envie de vous dire rendez-vous bientôt. Très bien. Alors, nous avons une autre question. Serait-il possible de recevoir les documents partagés? Merci d'avance. Je suis architecte, je travaille à la Pitié-Salpêtrière en pédopsychiatrie. J'écris un mémoire de fin d'études pour un master en art-thérapie à Sainte-Anne. Le sujet étant architecture et psychiatrie à la recherche d'un dialogue. Alors, sur les documents partagés, peut-être Colline, est-ce que tu peux répondre sur ce qui est prévu concernant les partages de documents de nos intervenants? Bonjour, donc oui, moi je suis, je le dis depuis tout à l'heure, la petite voix comme dans C'est pas sorcier, côté régie. Donc les interventions sont enregistrées. Par contre, il n'est pas prévu que les diaporamas en tant que tels soient partagés. Après, ça peut éventuellement se demander au cas par cas. Mais voilà, par contre, toutes les interventions seront en elles-mêmes disponibles sous format vidéo. Merci beaucoup.
Alors, en attendant peut-être la prochaine question, moi, je voudrais juste peut-être un peu éclairer les points qui nous ont, qui peut-être m'ont marqué. D'abord, au cœur de ces deux projets, ce qui est vraiment tout à fait passionnant, c'est l'articulation entre ce qu'on peut appeler une poétique du design, c'est-à-dire vraiment un vrai travail de méta-analyse sur les choix de conception. Et on doit vraiment attirer peut-être l'attention de l'éditoire sur le fait que dans ces choix de conception, le design est très présent en termes de pragmatisme. Vous avez tous les deux parlé de la facilité d'usage, tu as dit, Julien, qu'il fallait aussi que ce soit nettoyable, que la question de la maintenance était essentielle. Donc, toute cette question vraiment très concrète, très pragmatique d'objets qui puissent être utilisables, appropriables, facilement compréhensibles, c'est vraiment une des préoccupations fortes du design et qui apporte une valeur ajoutée dans un milieu donc, qui est le milieu hospitalier où toutes ces questions sont assez envahissantes en fait. C'est-à-dire que si on introduit dans les pratiques soignantes et dans le monde hospitalier des objets qui viennent compliquer les pratiques, qui viennent compliquer la vie quotidienne et qui viennent même éventuellement être des objets qui ajoutent de la conflictualité entre les soignants et les soignés ou entre les soignants eux-mêmes, quelque part, on se met une balle dans le pied en tant que designer. Donc ça, c'est quand même quelque chose peut-être de très simple et de très basique, mais qui me paraît absolument important, essentiel dans la démarche de design à l'hôpital. Et surtout, vous avez tous les deux montré, en particulier Luc, parce que là, la présentation de Julien était plus du côté de la conception, de la poétique, comment cette poétique, elle doit vraiment trouver un dialogue avec l'evidence-based medicine, c'est-à-dire les preuves apportées par les effets et l'impact que ce nouvel objet, ou on va parler de dispositif, a sur les patients, sur la santé des personnes, et j'ajouterai aussi sur les pratiques soignantes, c'est-à-dire comment les soignants trouvent là de nouveaux auxiliaires qui peut-être viennent enrichir leurs pratiques. Et ce n'est pas toujours évident. Quand on fait des revues de littérature sur ces questions-là, on trouve vraiment beaucoup d'articles qui se concentrent sur les études et les protocoles d'évaluation des impacts d'un certain nombre de dispositifs. On en a l'expérience, par exemple, concernant le thème de l'espace d'apaisement sur lequel on travaille et sur lesquels on n'a aucune information dans ces articles-là sur la manière et sur les processus qui ont permis d'aboutir à une proposition. Et même sur la proposition elle-même, on a souvent une forme de liste d'accessoires, parfois d'aménagements, mais en fait, on n'en sait rien. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien sur la question de l'atmosphère, sur la qualification des environnements. Donc, je trouve que vos deux interventions, elles confortent, je dirais pas elles ouvrent, parce que ce champ existe déjà, mais en tout cas, elles attirent l'attention et elles confortent vraiment un chemin, comme dit Julien, qui permet vraiment d'aller depuis toutes les conditions et toutes les options de conception jusqu'à, je dirais, à la manière dont c'est approprié par les soignants, dont c'est approprié par les soignés, et enfin avec des évaluations objectivées, notamment par les outils de neurosciences, d'impact sur la santé et les outils cliniques plus largement. Voilà, donc ça m'a beaucoup frappée. Oui, et je pense que c'est fini, c'est ça? Oui, il reste 1 minute. Merci Fanny. La pauvre, elle n'a pas le bon rôle, Fanny, elle doit dire coucou. Je vais éviter les choses très rapidement, comme il nous reste 1 minute. Allez-y, utilisez la minute. Je vais utiliser la minute. Je me permettez. Déjà, merci pour l'invitation. Je voudrais dire que le dispositif a eu le prix de Trophée de l'Embarqué à Bercy récemment, parce que, surtout, c'est par rapport au lien entre soignants, soignés, mais aussi famille. Donc, c'est très important pour nous. On essaie vraiment de créer cet effet de lien, en fait. Donc, intergénérationnel. Mais juste, en fait, l'objet n'est que objet prétexte.
On insiste beaucoup là-dessus. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Très bien. Écoutez, on reviendra sur certains sujets au moment de la table ronde. Alors oui, il y a une intervention de Lucille Carrier. Lucille, du coup, on prendra la question au moment de la table ronde, on la garde ouverte et je passe donc la parole à Sophie pour le thème 2 de notre rencontre. À vrai dire, merci. Il y a 5 minutes de pause avant la prochaine intervention. Merci Colline, j'allais le dire. Voilà. Donc, vous avez 5 minutes et voilà. Et à 10h30, Sophie Larger reprendra la parole pour introduire le deuxième thème autour de sensorialité et réassurance. Merci, à tout à l'heure, à tout de suite.